Donc j'avais cette idée, et donc je me suis dit, il faut créer cette plateforme de Travel with a Mission. Il faut se lancer, c'est un vrai défi. Une liberté extraordinaire de se lever le matin et de faire ce que tu aimes. Bonjour Ludovic. Bonjour Antoine. Est-ce que tu peux te présenter pour savoir qui tu es? Je m'appelle Ludovic Hubler, j'ai aujourd'hui 43 ans, j'habite à côté de Nice et j'ai un parcours un peu particulier vu que j'avais un diplôme en école de commerce, un master de l'école de commerce de Strasbourg, et après je me suis lancé dans ce que j'aime appeler mon doctorat de la route, un doctorat qui n'était pas dans une salle de classe mais aux côtés de conducteurs de toutes sortes à travers le monde. Donc j'ai fait un tour du monde en stop pendant 5 ans, entre 2003 et 2008. Donc il a été une école de vie absolument formidable où j'ai beaucoup appris. Et après ce tour du monde, je me suis posé la question de dans quelle direction est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller dans le monde du commerce pour lequel j'ai été formé, le monde du journalisme vu que j'aime écrire, ou le monde du développement et de la paix, de l'entrepreneuriat social? Et j'ai décidé d'aller dans cette direction. Donc quand je suis rentré, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une ONG à Monaco avec le prince Albert qui s'appelle Peace and Sport, qui cherche à utiliser et promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix. Comment le sport peut aider à réintégrer les membres de gangs, comment le sport peut aider à réintégrer les enfants soldats, comment le sport peut aider à ce que les Hutus et les Tutsis puissent vivre ensemble, etc. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, et après, j'ai quitté, je me suis lancé dans le développement d'une organisation qui s'appelle Travel with a Mission, Voyager avec mission, qui cherche à favoriser l'engagement citoyen et la réalisation de projets d'intérêt général, donc essayer d'aider les gens à se rendre utiles de différentes façons. Ok, super. Du coup, TWAM, c'est une association? Donc TWAM, T-W-A-M, c'est l'acronyme de Travel with a Mission, et donc c'est format associatif de loi 1901. Ok. Et du coup, c'est donc la raison pour laquelle tu en es venu à vouloir créer cette association, c'était suite au voyage. Après la décision vraiment de quitter la voie du commerce pur et dur et vraiment de t'engager. C'est ça, en fait, un tour du monde change un homme. Et ce tour du monde m'a profondément changé, donc ça a été... comme je disais tout à l'heure, une école de vie, vraiment, j'ai beaucoup appris pendant ce tour du monde, j'ai ouvert mon esprit, ça a duré 5 ans. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai ouvert mes yeux et je me suis rendu compte à quel point j'étais quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, de très privilégié, d'avoir eu accès à une éducation, de ne pas avoir eu de défis énormes à surmonter dans ma vie. Et donc, je me suis dit que j'étais dans le devoir presque de faire des choses pour l'intérêt général. Et donc, voilà, j'ai décidé d'aller dans la direction du développement et de la paix, donc comme dit, avec cette organisation d'abord à Monaco et puis fonder Travel with a Mission. C'était au départ une idée de Travel with a Mission, parce qu'au départ Travel with a Mission était uniquement une plateforme. Alors je vais expliquer un petit peu. Travel with a Mission est né au départ, c'était uniquement une plateforme web mettant en relation ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences, et ceux qui veulent recevoir. Si par exemple quelqu'un veut aller enseigner les premiers secours dans une école à travers le monde, la plateforme va permettre de rentrer en contact avec des écoles à travers le monde. Si quelqu'un veut jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier, la plateforme va aider à rentrer en contact avec des hôpitaux près de ressources. Donc c'est un rôle de facilitateur entre l'offre et la demande, entre guillemets. Et il faut savoir que pendant mon tour du monde en stop, j'ai donné 350 conférences. D'accord. Je me suis rendu compte au fil de mon parcours que je pouvais passer du côté élève au côté professeur, entre guillemets, que j'avais beaucoup appris et donc que j'avais beaucoup à transmettre. Et comment je faisais? Alors dès que je voyais une école, toc toc toc, bonjour monsieur le directeur, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop, j'ai un diaporama des animaux du monde, des religions du monde, etc. J'ai toute une présentation PowerPoint qui explique pourquoi je fais ce tour du monde et qu'est-ce que j'en ai ressorti. Est-ce que ça vous intéresse que j'intervienne auprès de vos jeunes? Alors des fois on me disait oui, et dans la minute d'après j'avais mis 1000 gamins devant moi, et des fois on me disait non, t'aurais dû nous prévenir avant, on peut pas faire ça comme ça en dernière minute, etc. Et en même temps, souvent je recevais des messages derrière de gens qui me disaient nous on est professeurs, on veut recevoir plus de gens comme toi. Et de l'autre côté, de plein de voyageurs qui disaient comment tu as fait pour aller dans autant d'écoles et pour partager ce que tu avais à partager. Donc il y avait une offre, il y avait une demande, une difficulté de mise en relation. Et donc je me suis dit, il faut créer cette plateforme de Travel with a Mission. Donc TWAM a été créé au départ uniquement pour la plateforme. On a fait une grande soirée de lancement en 2015, etc. La plateforme s'est développée petit à petit, sans exploser. J'aurais aimé qu'elle se développe encore bien plus. Après, on a eu des soucis techniques, etc. aussi. Mais au fur et à mesure, s'est posé aussi la question du modèle économique. Et la plateforme seule, elle est gratuite.
En fait, on peut pas faire payer une plateforme comme ça. On va pas faire payer la petite école indienne, Ça, c'est comme sûr. on peut pas faire payer le voyageur qui veut aller enseigner C'est sûr. les premiers secours dans les écoles du monde entier. Ouais. On peut pas faire payer l'un ou l'autre comme Airbnb ou autre. Donc la plateforme est absolument gratuite. Ouais. Donc au début, on s'est dit, avec les gens avec qui je travaillais là-dessus, on s'est dit il faudrait avoir du mécénat, etc. Le mécénat, un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est compliqué. Donc après, on a mis en place des activités génératrices de revenus pour limiter l'impact, pour être plus autosuffisant et dépendre moins du mécénat. Un mot sur juste comment je suis arrivé de l'idée pour aller vers le côté réalisation. En fait, il faut savoir, c'était en décembre 2011, je me souviens bien. Donc j'avais cette idée qui est née au fond de moi au fil du parcours. Au fil de mon tour du monde, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. Il y avait déjà la phase de test qui avait été passée. Ça, voilà, c'est ça. Et je me rendais compte qu'il y avait un besoin et que ça pourrait aider l'intérêt général de le faire. Et donc, en décembre 2011, j'ai jeté une bouteille à la mer sur Facebook en disant, voilà en gros ce que j'aimerais lancer. Est-ce que parmi vous, sur Facebook, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui seraient intéressés d'en savoir plus et éventuellement de prendre part à l'aventure toi-même? J'ai eu une trentaine de réponses. Je leur avais dit, si ça vous intéresse, venez pour un week-end de travail, samedi, dimanche, 9h-19h, 9h-18h, ou je sais plus, et sur un week-end entier de travail, et puis on essaye d'affiner le truc. Sur la trentaine de personnes, il y a des touristes, entre guillemets, qui voulaient juste me faire dédicacer mon livre, en gros, et d'autres qui étaient intéressés, curieux, et qui se prenaient au jeu, se disaient finalement c'est pas mal comme idée, on pourrait peut-être faire quelque chose. Là, l'association était déjà créée ou... À ce moment-là, non. Non, à ce moment-là, c'était une simple idée. J'ai l'idée, je la concrétise, on voit ce que ça donne. Voilà, ça a été lancé avec ce petit groupe, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, etc. Puis ça a permis d'avoir une groupe de travail. Après, la difficulté dans ces cas-là, c'est trouver des développeurs, parce que le gros du travail, c'est à lui de le faire. Et moi, j'aime bien créer des sites internet sur WordPress ou autre, un blog, mais c'est pas la même chose de créer une plateforme comme ça. Ça demande des sous du coup. Ça demande des sous et ça demande beaucoup de travail, quoi. Alors au début, la version 1 a été faite par donc des bénévoles que j'ai trouvés. Mais le problème, c'est qu'il y en avait plusieurs qui étaient prêts à donner un peu de temps, mais après, c'est jamais facile pour l'un de reprendre le travail de l'autre, etc. Donc on a lancé la version 1 qui valait ce qu'elle valait, elle avait le mérite d'exister. Mais on s'est vite rendu compte de ses limites quand même. Après, il y a eu la volonté de faire une version 2, et on a trouvé des partenaires pour ça. Sauf que là, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, c'est que j'ai choisi le mauvais prestataire. J'avais plusieurs choix. Et il y a notamment un choix que j'ai choisi parce qu'il nous avait quand même aidé sur la version 1, il connaissait un peu le truc, et sa proposition semblait bien. Sauf que j'ai fait une erreur de choix de prestataire. Et ça, les fonds que tu avais déjà pour payer cette personne, par exemple, ça venait de ta poche ou Non, on avait trouvé un partenaire pour ça. C'était le partenaire, ok. Sauf que après, moi je te la fais courte, mais ça s'étale dans le temps. Et donc un jour, il nous dit, on y a passé trop de temps, il y a trop de bugs, on n'arrive plus. Je suis désolé, Ludo, mais voilà, on te rembourse une partie. Ok. Qu'est-ce que je pouvais faire? Donc je dis, rembourse-moi une partie. Donc on a été obligé à un moment de dire, cette version 2, elle est morte dans l'œuf. On va rechercher des fonds et avec ces fonds faire une version 3. Et donc j'ai utilisé notamment Upwork. Ça c'est un conseil aussi, c'est génial pour les entrepreneurs, sociaux ou pas sociaux, mais c'est Upwork, upwork.com. C'est 5 millions de freelancers à travers le monde qui sont tout aussi bons que les Français, mais 10 fois, 15 fois moins chers. Donc on a lancé cette version 3. Et d'ailleurs, maintenant, on va lancer, là, bientôt, une nouvelle plateforme qui sera complémentaire à la première, qui, elle, pour le coup, sera un catalogue de missions, aider les tortues au Costa Rica pendant 2 semaines, etc. Vous contrôlez les autres qui vont lister sur le site? Alors après, il y a un système de verified donc, qui permet d'avoir plus de confiance. C'est passé combien de temps de la version 1 à la dernière version? Alors, la plateforme de Twaming, comme dit, j'en ai version 1, 2, 3. Tout ça, je l'ai faite courte, mais c'est sur 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans, le modèle, de manière, c'est hyper compliqué de trouver un modèle vraiment fixe qui soit vraiment le modèle optimal. Non, ça, c'est un conseil d'ailleurs qu'on peut donner aux apprentis, et quelque part, apprentis entrepreneurs, c'est qu'il ne faut pas chercher à avoir tout de suite le produit fini, parfait. La réflexion continue tout le temps en fait. Donc il faut se lancer
avec quelque chose qui sera peut-être pas complètement abouti au départ, mais qui va s'améliorer au fur et à mesure. Même Facebook, au début, tu vois le Facebook de 2004, il n'y a rien à voir avec le Facebook d'aujourd'hui. C'est clair. Mais au moins, tu lances le truc, tu fais connaître, et puis tu vas prendre des idées à droite à gauche. Tiens, mais ça c'est pas mal, effectivement, j'ai pas pensé à une chose qui pourrait être faite comme ça. Et tu vas l'améliorer, tu vas rajouter un truc, puis une autre brique, puis une autre brique, puis une autre brique, et tu vas en faire quelque chose de plus impactant. Moi, si tu m'avais dit Travel with a Mission en 2011, j'étais à des années-lumière d'imaginer ce que ce serait aujourd'hui avec... nous, aujourd'hui, on a la plateforme, mais on a aussi le volontariat encadré, on a les team building solidaires, on a... En fait, même nos statuts ont changé. Au début, nos statuts, quand on a lancé, c'était Travel with a Mission est une plateforme web mettant en relation ceux qui veulent partager, ceux qui veulent recevoir pour favoriser l'engagement. Ce qui n'est plus le cas du coup aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Aujourd'hui, c'est Travel with a Mission cherche à favoriser l'engagement citoyen et la réalisation de projets d'intérêt général. Donc, ça intègre, c'est beaucoup plus large et là-dedans, tu peux mettre d'autres choses. Et donc, on a plusieurs axes d'action et certains qui sont des activités génératrices de revenus permettant de ne pas dépendre du mécénat, parce que ça, c'est aussi un autre conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas avoir un modèle économique dépendant uniquement du mécénat. Il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Un autre conseil aussi qu'on peut donner, c'est de ne pas mettre les œufs dans le même panier, parce que, comme là actuellement avec le Covid, je suis bien content. Il y avait uniquement le mécénat. Parce que nous, il y a toute une partie même de nos activités génératrices de revenus qui sont à l'arrêt en ce moment. Là, du coup, vous avez, c'est composé comment les revenus, les sources de revenus mécénat, dont les services que vous faites? Nous, aujourd'hui, on a 4 sources de revenus principales. On a l'organisation de team building solidaire, c'est des journées solidarité entreprise qui peuvent être locales ou internationales. Il y a le volontariat encadré. Et donc, il y a des gens qui sont prêts à payer pour qu'on s'occupe de tout pour eux. Logement, nourriture, accompagnement, formation avant de partir, transport local, on vient t'accueillir à l'aéroport, etc. Donc, on a développé cet aspect-là. Donc, là, les gens payent pour qu'on s'occupe de tout et qu'on soit garant, pour le coup, du succès de l'opération. Et après, on a donc le mécénat, à la fois entreprise et individus qui soutiennent des projets qu'on fait sur le terrain, parce qu'on est allé plus loin maintenant. On travaille avec énormément de centres de jeunes, de petites associations un peu partout. Et donc on fait aussi des dons de kits éducation, de kits santé, et même de la construction d'écoles, etc. On travaille aussi, parallèlement à ça, avec l'UNFP, c'est l'Union nationale des footballeurs professionnels. On accompagne les footballeurs professionnels de Ligue 1 sur des projets de solidarité internationale. Là, il y a un autre joueur de Angers qui donne 30 000 € pour la construction d'une école à Madagascar. Donc, c'est nous qui organisons tout le truc. Donc ça, c'est une chose. Après, on a un autre axe qui est avec les influenceurs. Donc on a fait déjà un gros projet avec un influenceur qui s'appelle Alex Viseo. C'est l'évolution de la plateforme en 6 ans du coup. Aujourd'hui, vous en je dirais l'évolution de l'organisation. Et au tout début, parce qu'au début, sur la plateforme, il n'y avait pas toutes ces sources de revenus par exemple. Vous avez commencé avec un partenaire pour lancer le projet. Comment ça s'est passé? Alors, au niveau des partenaires, la recherche des partenaires n'est jamais chose facile. On avait fait une grosse soirée de lancement. D'accord. Où on avait c'est toujours déterminant, le lancement. Ouais. Donc on avait lancé avec une grande soirée, 500 personnes, etc. Et on avait invité les entreprises. Donc pour montrer qu'on est là. On est là, il faut nous soutenir. Sauf que la grande majorité des entreprises n'ont pas répondu. D'accord. On a fait des relances, etc. Mais il y en a quand même 2-3 qui étaient là et qui ont soutenu. Et il y en a qui continuent à soutenir, donc ça nous permet de... C'était le démarrage, quoi, ça a commencé comme ça. Ça a aidé à booster au départ. Et avec les 30 volontaires dont tu parlais au début? Avec, alors quand je dis 30... une trentaine de personnes, en fait, on a changé de ce côté-là au fur et à mesure, parce que ça aussi, ça peut être un conseil quelque part. Au début, comme je dis, j'ai lancé une bouteille à la mer, j'ai une trentaine de personnes qui étaient là, mais quand je dis 30... On va dire qu'il y en avait 10 qui voulaient vraiment être actifs et il y en a 20. Donc on avait commencé à faire une équipe, mais en fait pendant les 2-3 premières années de Travel with a Mission, j'étais beaucoup avec des volontaires, des bénévoles qui étaient prêts à donner 1 heure ici, 1 heure là. Mais je perdais beaucoup de temps avec à courir derrière les uns les autres. T'as fait ça, ah non je vais le faire. Et en fait tu te rends compte que je passais plus de temps à courir que si je le faisais moi-même, quoi. Et un jour en fait la mairie d'Aise où j'habite a accepté de nous mettre à disposition des bureaux. Et en fait là, j'ai cherché à avoir l'agrément service civique. D'accord. Et on l'a eu l'agrément, et on a eu la première année 2 services civiques, la deuxième année 4 services civiques, la troisième année 6 services civiques, la quatrième année 7 services civiques.
Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Alors là, on n'a pas pari à cause du Covid, c'est compliqué, etc. Donc on n'a pas de service civique en ce moment, mais c'est une parenthèse. Mais donc là, maintenant, au lieu d'avoir des bénévoles qui vont donner 1 heure ici et là, et les suivre, c'est toujours compliqué, on a des services civiques, voire des stagiaires. Les stagiaires sont là pour 2 mois, 3 mois. Les services civiques sont là pour 8 mois en général. En général, on les prend de novembre à juin. Et ils sont là toute la journée, de 9h à 17h. Et donc, et là, tu vois, c'est plus concret, tu es tous les jours avec eux, tu travailles avec eux. C'est beaucoup plus efficace que d'avoir un bénévole qui va donner 1 heure ici, 1 heure. Sauf quand on a des événements spécifiques, comme des team building solidaires, où on a besoin de X personnes sur une journée. 25, il y a peu de temps, on a fait un team building solidaire pour 500 personnes. Donc Amadeus, qui est la plus grosse boîte. C'est la plus grosse boîte des Alpes-Maritimes. Et donc là, on était 25 de l'équipe ensemble le même jour. Et vous êtes combien de salariés du coup ? En fait, ça dépend parce que là, on est 2 salariés et normalement 7 services civiques. Donc, quand on a du volontariat encadré localement, on contracte à la mission, beaucoup de gens sur le terrain qui représentent Travel with a Mission à l'accueil, à l'aéroport, etc. Donc on a beaucoup de contractants comme ça. Et pareil au niveau des team building solidaires, donc le jour J, on a d'autres personnes. Moi, j'allais dire, est-ce que tu as eu des moments, des anecdotes un peu marquantes dans la vie de toi, mais finalement, il n'y a que ça? Non, il y en a beaucoup. De toute façon, la vie d'entrepreneur, il faut être assez résilient, il faut être avoir un caractère assez déterminé. Déjà, être entrepreneur simple, c'est difficile. Être entrepreneur social, c'est encore plus dur, parce qu'il y a un modèle économique encore plus compliqué derrière, parce qu'il faut, quand tu veux réussir à vraiment professionnaliser la chose et avoir des salariés, etc., c'est un vrai défi. Donc mais de toute façon, pour l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, mais comme dit, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si ça marche pas, c'est pas grave, tu vas apprendre de... Je connais des gens qui ont lancé 3-4 trucs et se sont plantés, le 5e était le bon, quoi. Et c'est pas grave. Et ça, c'est aussi très culturel, parce qu'en France, on a tendance à mettre le doigt sur l'échec, alors qu'aux États-Unis, on dit toujours que... Mais si t'as pas fait d'échec avant, tu peux pas apprendre justement pour faire ta réussite derrière. C'est ça, on apprend. On apprend, et donc il faut pas se laisser déstabiliser par des choses qui vont pas marcher. Il faut faire attention aussi d'essayer... Nous aussi, pourquoi on est toujours là, c'est parce qu'on n'est pas non plus trop gourmand à mettre des grosses sommes. Il faut bien gérer son argent tout simplement, comme un individu raisonnable qui ne va pas dépenser plus que ce qu'il a. Aujourd'hui aussi, avec notamment les startups, dans le monde de l'entrepreneuriat, entreprise, entre guillemets, on a tendance à vouloir tout de suite lever des fonds et des millions. Et puis, alors déjà, il y en a beaucoup qui sont déçus parce qu'ils vont mettre énormément d'énergie sur essayer de trouver des millions et puis finalement, ils trouvent rien ou quelques clopinettes. Et toute cette énergie, ils auraient pu le mettre sur leur truc et ils auraient pu commencer à avoir des clients et développer leur truc, quoi. Mais c'est vrai que quand tu viens de l'extérieur, tu n'as pas forcément l'expérience, tu te dis que tu as besoin d'énormément d'argent pour te lancer. Et que, du coup, c'est... En fait, moi, je suis bien content même de ne pas avoir levé 2 millions d'euros la première année. Tu vois, ou X millions, ou j'en sais rien, parce que j'ai appris au fur et à mesure et ça m'a permis aussi de réfléchir plus calmement. Tu vois, quand tu as 2 millions d'euros qui te tombent comme ça d'un coup, tu as tout de suite une équipe et tu as tout de suite la pression, etc. Et tu as moins le temps de nourrir vraiment le projet avec les personnes. Donc moi je préfère, je dis pas qu'il faut... après nous, notre cas, on est une association, donc on va pas faire de la levée de fonds parce que c'est... dans tous les cas. Un investisseur, il cherche un retour sur investissement et on peut chercher des philanthropes, mais c'est différent. donc voilà, nous on n'avait pas cette notion d'aller chercher X millions, etc. Mais je trouve que quand tu as une idée, il faut la faire mûrir, etc. La faire vivre déjà un peu, montrer que tu as déjà des clients et chercher des investisseurs une fois que tu es déjà à l'étape 1 ou 2 et qui te permettront de passer à l'étape 3 ou 4, tu vois. Mais pas tout de suite dès le début, quoi. C'est un peu idiot. C'est clair. Et toi, personnellement, au lancement de Twam, tu avais un boulot à côté ou comment tu faisais, toi, personnellement, dans ta vie de tous les jours ? Alors, au tout début, oui, j'étais encore chez Peace and Sport. Donc, j'ai travaillé, j'ai lancé Travel with a Mission quand on a fait le soirée de lancement, etc. J'étais encore salarié. Et puis, il y a un moment où ça commençait à me prendre beaucoup de temps et ma femme, elle me disait « Non, mais attends, tu travailles la journée, puis tu as un autre travail le soir. » J'existe, moi. Et donc, et puis en plus, ça tombait bien avec Peace and Sport.
J'avais des vues différentes avec mon employeur, donc on a trouvé un accord. Et en fait, à Monaco, c'est différent de la France, parce que je travaille à Monaco. Ouais. En France, c'est impossible d'avoir 5 CDD à la suite. À Monaco, c'est possible. Donc je suis parti à la fin d'un CDD, ce qui m'a permis d'avoir le chômage aussi et d'avoir une base pour... D'accord, c'est comme ça que tu as fait. Donc ça a permis, parce qu'il n'y avait pas au début l'argent qui permettant de me salarier. Puis ça m'a permis d'avoir moins de pression financière, entre guillemets, de me laisser un peu de temps pour souffler, enfin surtout pour développer le truc. Et voilà, après, avec nos différentes actions que j'ai expliquées, ça a permis de lever des fonds. Et il y a une question qui m'est venue aussi entre-temps. Est-ce que tu as des contraintes particulières avec toi-même pour gérer par exemple des contrats internationaux? Comment ça se passe? Vous n'avez pas de contraintes du tout par rapport à ça? Non, parce que en fait, on n'a pas des contrats énormes. C'est quand on a quelques volontaires qui vont ici ou qui vont là et on fait un contrat, oui, avec celui qui va représenter Travel the Mission. Après, on a une chance dans notre organisation, c'est qu'on est tous des grands voyageurs. On a tous l'expérience déjà. À la fois de l'expérience, mais aussi beaucoup de contacts. Donc, dès qu'on veut faire des missions au Kenya ou autre, on connaît des gens de confiance. Mon épouse est juriste en plus, donc... Ah oui, ça aide aussi, c'est clair. Ça peut aider, quoique ça n'a pas énormément joué, mais des fois pour des points spécifiques. Est-ce que tu as des conseils pour des jeunes, justement, qui voudraient se lancer et qui n'osent pas forcément ou... Le premier conseil, je l'ai déjà un petit peu abordé, mais c'est déjà de bien mûrir le projet quand même, de frotter son idée à la fois sous forme de discussion avec plein de gens à droite à gauche, voir un peu l'avis des uns des autres et s'inspirer de ce que vont dire les uns des autres. Ça va modeler un petit peu ton projet. Ensuite, c'est commencer à mettre sur papier, à avoir un cahier des charges de comment tu imagines ton truc. Voilà, le fait de mettre sur papier, ça te permet de structurer un peu ton esprit et de commencer, de se lancer, quoi. Tu peux te lancer au début, tu gardes ton boulot qui te permet de payer les factures, etc. C'est dommage de tout quitter tout de suite et de te mettre sous pression. Parce que si tu te mets sous pression, il faut que dans les 2 mois, j'ai un salaire qui tombe. Ça reste un plaisir. Il faut que ça reste un plaisir, il ne faut pas que ça te stresse trop. Et puis si tu es tout de suite sous pression, tu vas dire au bout de 2 mois, j'ai pas réussi. En fait, réussir une mission d'entrepreneuriat, enfin réussir une entreprise, ça prend du temps. Tout prend du temps. Tu crées pas ça comme ça, sauf si tu t'appelles Mark Zuckerberg et tu as la chance que ton truc il part tout de suite. Mais c'est rarement le cas. C'est les exceptions qu'on c'est ça. Donc en fait, il faut savoir que 80% des boîtes qui sont lancées ferment dans les 3 premières années. Et donc il faut ne pas se mettre sous pression financière et se lancer petit à petit. Tu mets une brique, tu mets une autre brique, tu mets une autre brique. À un moment, tu vas voir que finalement, la petite maison que tu as faite, elle peut être améliorée et tu vas trouver des partenaires ou autre. Tu vas trouver un moyen de faire l'étape 2, puis l'étape 3 et puis grandir progressivement. Mais ne pas chercher à grandir trop vite, sinon tu vas te brûler les ailes. Donc l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire essayer de mettre en avant et de chercher avant tout des objectifs sociétaux avant la bottom line financière, tout en restant quand même viable, parce qu'il y a beaucoup de structures... Si tu veux continuer à aider, il faut que l'entreprise dure, donc tu peux te le dire comme ça. Oui, il faut, même quand tu es dans une association, être un peu chef d'entreprise quand même. Et donc, c'est ce que tu disais au début avec les bénévoles à gérer aussi, courir après, c'est pas évident. Oui, c'est ça. C'est arriver à bien gérer à la fois les finances, à la fois la communication, parce que la communication c'est très important, les newsletters, les réseaux sociaux, etc. Bien le faire pour te créer une communauté, quel que soit le projet, arriver à... En fait, l'entrepreneur doit être bon, ou en tout cas pas mauvais, en tout. Donc ça, c'est une des clés de la réussite, arriver à toucher un peu à tout. Parce que t'es pas que dans la finance ou dans la comptabilité, t'es pas que dans la com, t'es pas que dans le marketing, t'es pas que dans les ressources humaines, t'es un peu dans tout. Donc il y a ça, arriver à bien s'entourer. S'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes. Et donc, des erreurs, on en fait tous. Je parlais tout à l'heure de l'erreur d'avoir mal choisi un prestataire. Mis bout à bout, cette erreur aura fait que j'ai perdu 1 an et demi de ma vie. Clairement perdu. J'ai appris des choses. À ce moment-là, justement, t'as pas eu un moment où tu t'es dit tout s'est cassé entre guillemets, j'arrête ou... Ça, c'est autre chose. Le doute est toujours présent. L'entrepreneur est toujours dans le doute. Et c'est bien, c'est une bonne chose, c'est que le doute te permet d'avancer. Et il ne faut pas que ça te stresse, il ne faut pas que le doute soit
soit stressant et t'empêche de dormir la nuit. Non, moi je dors très bien la nuit et je suis content de me réveiller avec des projets qui me motivent. Ça c'est une liberté extraordinaire de se lever le matin et de faire ce que tu aimes. C'est la clé en fait. Et d'avoir l'impression d'avoir un impact positif en plus. Donc non seulement tu fais ce que tu aimes, mais après il faut être bosseur. Hein. Moi je bosse beaucoup, hein, mais j'aime ça. En fait j'ai même pas l'impression de bosser vu que je fais une chose qui me plaît. Donc ça c'est quelque chose de particulièrement appréciable. Mais le doute est toujours présent dans la tête de l'entrepreneur. Donc, c'est bien de douter. Il faut continuer à douter et il ne faut pas être trop sûr de soi. Parce que ceux qui se plantent, souvent, c'est ceux qui se... Ah, moi, je sais que c'est comme ça, comme ça. Non. Moi, mon tour du monde m'a beaucoup appris de ce côté-là. Avoir l'humilité. Avoir de l'humilité. C'est un bon mot, effectivement, parce que tu te rends compte que ce que tu croyais être une vérité, finalement... en tout cas, ce que tu crois être la vérité n'est finalement peut-être qu'une vérité parmi d'autres. Comme pour les religions et autres, tu te rends compte de ça, donc de faire attention à tes croyances, parce qu'en fait, quand tu les aiguises vis-à-vis, après tu te rends compte que tu n'as pas forcément, ou qu'il y a différentes façons de faire, différentes façons de croire, et ça, le voyage m'a beaucoup aidé de ce côté-là. J'ai beaucoup appris à douter. Et donc c'est clair. Il doit y avoir 7 milliards de croyances différentes, un truc comme ça. Oui, vu qu'on est 7 milliards et demi d'humains sur Terre, c'est le Dalai Lama qui dit ça, il devrait y avoir 7 milliards de religions différentes. Là, je viens de citer le Dalai Lama sans le savoir. T'as un petit mot de la fin ou quelque chose qui te vient Moi j'aime beaucoup les entrepreneurs, des gens qui prennent des risques, qui sont prêts à sacrifier les choses qu'ils ont, mais qui pour avoir une vision, pour aller à la vision à laquelle ils vont, mais ils gagneront soit de l'apprentissage si ça marche pas, soit en tout cas ils gagneront de la liberté, ils gagneront cette impression d'avancer, donc c'est très stimulant intellectuellement. Donc toujours se poser la question comment je pourrais faire les choses mieux, etc. Moi je regrette une chose, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, parce que des idées de choses à créer, il y en a plein, j'en ai vachement régulièrement. Et régulièrement, je me dis, tiens, je pourrais créer ça. Une idée en amène une autre, et puis je suis quelqu'un de fondamentalement curieux. Et ça, c'est une chose, il faut être curieux. Il faut chercher à comprendre les choses, poser des questions, voyager, voir comment ça se fait ailleurs, et tu auras plein d'idées. Merci beaucoup. Avec plaisir.